Ok, donc on commence aujourd'hui l'histoire, c'est Emma qui va faire ce module. C'est la première fois qu'elle fait des cours comme ça, des présentations, elle avait passé le BI l'année dernière, donc soyez sympa avec elle, ok. Bon, voilà, c'est à toi. Bon, du coup, aujourd'hui, on va voir tout ce qui est l'aéronautique avant la Première Guerre mondiale, donc de la mythologie jusqu'aux premiers essais de vol. Voilà. Et du coup, on va commencer de suite avec le mythe, enfin plusieurs mythes du coup. En premier, on a le mythe, alors il n'est pas ici, mais on a le mythe de Pégase qui est donc un cheval ailé divin. Voilà. Et ensuite, ce qui a vraiment commencé à faire parler les avions, tout ça, c'est le mythe d'Icare et Dédale qui sont enfermés dans le labyrinthe du Minotaure et qui, pour s'en échapper, vont créer de même des ailes en cire. Sauf que, alors si je ne me trompe pas, c'est. Je sais jamais qui. Voilà, donc Dédale, c'est le père de Icare. Et donc Dédale va dire à Icare de ne pas voler trop haut parce que sinon ses ailes en cire vont toucher le soleil et il va se brûler et les ailes vont fondre et il va mourir. Malheureusement, c'est ce que Icare a fait et il est mort dans la mer. Voilà. Voilà, du coup je vais le mettre là. Je précise aussi que du coup les Chinois ont inventé un cerf-volant s'inspirant des oiseaux en fait. Donc ils ont fabriqué des cerfs-volants en bambou et en papier de coton. Voilà. Ensuite on a Léonard de Vinci. Donc il a dessiné plusieurs idées de machines volantes qu'on appelle, qui sont basées sur le principe d'aile battante. Et du coup il imagine donc comment ça s'appelle, des avions, enfin des machines volantes avec des ailes battantes, etc. Puis il va imaginer ensuite des hélices. Voilà. Une hélice, mais pour le coup, ça ne prendra jamais forme réellement. Voilà. Tu peux nous la dessiner, l'hélice? Je sais pas du tout. Vous savez où? C'est assez stylé, parce que ça marche pas, mais il a fait beaucoup de théories. Oui. Hop, elle est où? Ils sont là. L'hélice, ça ressemblait à ça. Alors attention, il y a un axe comme ça. Ok. Ah, oui, et on a ici un bout de truc qui va venir en descendant comme ça. Hop, comme ça, comme une hélice. Hein. Vous imaginez un escalier? Ouais. Bah, il a fait une sorte d'escalier volant qui est censé, en tournant, normalement, ça aspire et ça monte, enfin ça baisse l'air. Et ça ferait un système de propulsion comme ça. Voilà. C'est la vis aérienne du coup. Par contre, Léonard de Vinci, il a fait que des dessins, il n'a rien fabriqué dans ses machines. Ok. Bon. Voilà. Je me permets, hein, excuse-moi. Et du coup, après, bon, c'est une information qui n'est pas marquée dans votre polycopier, mais il y a Ezarfen Ahmed Celebi, qui est un inventeur ottoman, voilà, qui s'est lancé de la tour de Galata à Istanbul et qui a plané jusqu'à la rive asiatique du Bosphore à Üsküdar, voilà, grâce à des ailes qu'il avait créées lui-même. Tu peux l'écrire parce que là, en quelle année c'était, tu sais? Non, ils ne le mettent pas. D'accord. J'ai une question. Oui. Vous avez dit que Léonard de Vinci a juste dessiné Oui. les ailes. Mais est-ce qu'il y a une personne qui les a réalisées? Non. Ça a été que proposé par Léonard de Vinci, il n'y a jamais eu de concrétisation. Est-ce que les gens se sont inspirés de ça pour pouvoir créer... Alors, moi, j'ai pas d'informations là-dessus. À mon avis, je pense qu'en faisant des recherches, ils ont dû s'inspirer un peu de tout ce qui avait été fait avant. Du coup, voilà. 1632, Ahmed de Celebi. Ok. Donc ce qui est stylé là avec ce monsieur, c'est que c'est le premier vraiment à avoir fait une sorte de vol plané. Hein. Bon, il faut quand même se dire qu'à l'époque, il n'y avait personne qui avait fait ça. Et le mec, il se lance d'une tour avec des ailes qu'il a fabriquées. Il faut avoir un peu des balls hein, pour faire ça. Moi, je crois que j'en ai déjà entendu quelqu'un qui a fait ça avant, mais pas lui exactement. Avant? Non. C'est vraiment, ça a été un des premiers. Il a mis des. En fait, il a pris les oiseaux, il leur.
Ouais, alors Bon, on fait décoller. sur le côté zoophile, c'est pas ok. Mais c'est sympa. Après, est-ce que. Ouais. Voilà, tu peux mettre juste à Istanbul, ça Ouais, suffit. ouais. Hop, on s'en fiche de où il atterrit, ce mec. Oui. Ok. Voilà. Et ensuite, du coup, une information aussi complémentaire. On a Benjamin Franklin qui fait l'expérience du cerf-volant, juste pour prouver que les éclairs des orages avaient une activité électrique. Voilà. Donc il a juste accroché une clé métallique sur la ficelle du cerf-volant et il a prouvé que les éclairs étaient attirés par le métal. Donc en 1752, Benjamin Franklin. Là, il faut le montrer, je pense. Franklin. Alors souvent ils sont cités, c'est l'expérience du cerf-volant. Ça Ouais. fait partie des premiers éléments clés de l'histoire. Ok. Donc 1752, vous pouvez le mettre en bas de la première page, ici là. Avant les aérostats, d'accord. Voilà. On n'est pas encore dans les aérostats à cette époque-là. Tu veux c'est une main bleue ou pas? Non. Il dérange. C'est une date importante. C'est bon pour tout le monde? Ah si, là. Du coup, là, on va passer donc, à tout ce qui est l'aérostation et les premières tentatives de décollage. Du coup, le 19 septembre 1783, on a les frères Montgolfier, donc, qui sont les inventeurs de la montgolfière et des ballons à air chaud, qui font décoller un ballon à air chaud avec un coq, un mouton et un canard dedans, devant Louis XIV à Versailles. Voilà. Ensuite, Alors avant, ce qu'on peut préciser, c'est qu'ils le font décoller, mais c'était un ballon captif. Ça veut dire quoi un ballon captif? C'est ce que vous voyez sur la photo. non, ils l'ont fait après ça. Non, Ah là non. c'est un ballon captif encore pour l'instant. Encore? Ah ouais? Ouais. Ils l'ont fait après aussi, ils l'ont refait. C'est qu'il est encore accroché au sol. Pour l'instant, c'est pas une montgolfière comme vous connaissez qui décolle toute seule. C'est vraiment un truc qui est attaché au sol, quoi. L'idéal, le fait que ça déconne. Mais ça décolle déjà. Du coup, ensuite, on a le 19 octobre 1783, où là, on a Jean-François Pilâtre de Rosiers et Giroud de Villette qui décollent aussi en ballon captif à 100 mètres du sol. Et ils deviennent officiellement donc, les premiers hommes à avoir décollé. Et c'est encore un ballon à air chaud de l'invention des frères Montgolfier. Et du coup, voilà, donc, pour la petite histoire, Giroud de Villette, il n'est pas forcément connu, mais maintenant on le connaît en tant que premier humain à avoir volé dans une montgolfière. Et Rosier, c'est un scientifique des Lumières qui a été aussi reconnu premier aéronaute à avoir décollé. Donc c'est entre les deux dates ici, c'est le 19 octobre, c'est le premier vol habité. Ok. Avec Pilâtre de Rosiers qui est juste en dessous en fait. Ah, j'ai pas écrit en ballon captif. Vous voulez que je le note? Ouais, c'est entre parenthèses ballon captif.
Du coup, après, on a le 21 novembre, encore une fois en 1783, où les montgolfiers ont encore fait une nouvelle montgolfière qui, cette fois-ci, va décoller du château de la Muette dans le 16e arrondissement de Paris. Encore une fois, il y a Pilate de Rosiers qui est dedans, qui va refaire un vol, mais cette fois-ci, il est accompagné du marquis d'Arlande, voilà, qui a été considéré comme aussi un des premiers aéronautes français. Ensuite, on a là, vous voyez, c'est marqué. Du coup, on a le 7 janvier 1785, Jean-Pierre Blanchard et son passager John Jeffries. Ils vont réaliser la première traversée dans la Manche dans le sens Douvres-Calais. Donc, ils partent d'Angleterre et ils viennent en France. Et du coup, après, quelques mois plus tard, on a Pilâtre de Rosiers et Pierre-Ange Romain, donc un ami à Pilâtre, qui meurent dans la traversée. Mais cette fois-ci, ils l'ont fait du sens donc de la France jusqu'en Angleterre, donc de Calais jusqu'à Douvres. Mais ça a pris feu, donc ils sont morts tous les deux. Voilà. D'ailleurs, c'était des ballons à hydrogène et pas juste de l'air chaud. Voilà. Et c'est pour ça que c'est problématique, parce que l'hydrogène, c'est Ça a pris hyper feu, inflammable. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'ils sont un peu morts. Voilà. Un peu mort, oui. D'ailleurs, je fais un tout petit commentaire, tant que tu es là, sur les trucs. Quand on a une montgolfière, là, montgolfière, c'est de l'air chaud. Quand on a une charlière, c'est... Merde, c'est ce qui est écrit juste au-dessus. C'est de l'hydrogène ou du gaz, ok? Et quand on a un mélange des deux, est-ce que tu t'en souviens, Emma? C'est la rosière, Ah oui, c'est vrai. comme en fait le marquis de... Voilà. Ok. Donc ça c'est juste pour que vous vous souveniez, montgolfière c'est de l'air chaud, charlière c'est l'hydrogène, rosière c'est un peu les deux. Ok, c'est hybride. En fait j'aurais pas dû marquer mélange, j'aurais dû marquer hybride. Plutôt, ce serait plus logique. Ok. C'est important parce qu'il y a des fois des questions comme ça. Et c'est bien de savoir qui est qui. Ouais. Rosière, c'est Pilâtre de Rosiers. Et charlière, ben, c'est du physicien Jacques Charles. Voilà. En fait, ils ont tous donné leur nom. Hein. Ils ont pris leur nom, ils ont eu guerre derrière. Et puis, Voilà. félicitations. C'est la Michelière. Ce serait bizarre. Oui. Voilà. Du coup, là, on va passer à tout ce qui est aux ballons dirigeables, etc. Du départ jusqu'à l'utilisation pendant la Première Guerre mondiale. Donc en 1852, on a Henri Griffard, qui est un inventeur à qui l'on doit l'injecteur et le ballon dirigeable à vapeur, et qui va faire un vol de Paris à Trappes sans escale, voilà, en dirigeable à vapeur. Enfin, vous l'avez marqué sur votre polycopier là. Voilà. En 1870, par contre, on a Léon Gambetta qui s'évade de Paris en ballon à gaz parce que les Prussiens ont envahi la France et ils ont encerclé Paris en fait. Voilà. Ça, tu peux l'écrire parce que c'est une truc qui tombe souvent. Donc Léon Gambetta, qui était ministre à l'époque. Hein. Voilà, et qui est né à Cahors. Ah, un mec du Lot. C'est un peu nul, le Lot. Oui, Un peu, beaucoup même. Oh, la nuit. C'était en 1870. En 1870, il s'enfuit de Paris. Il fuit les Prussiens. Il s'enfuit de Paris, des Prussiens. Voilà. Je suis à je suis c'est vers le sud-ouest, c'est ça, non? Quel est l'intérêt du dirigeable par rapport au ballon? Choisir la destination. Exactement. C'est qu'on peut choisir où on va. Voilà. Parfois, il monte sur 5.
Du coup, en 1901, on a Alberto Santos Dumont, donc c'est un pionnier brésilien de l'aviation, qui contourne la Tour Eiffel avec son dirigeable qui s'appelle Santos Dumont 4. Et grâce à ça, il va remporter le prix Dutch de la Meurthe. Donc ça fait 100 000 francs d'or à peu près. Ça, c'est stylé quand même, hein. C'était la première fois qu'il y avait une démonstration. C'est en gros le premier meeting aérien, quoi. Le mec, il vient avec son dirigeable, il fait le tour de la Tour Eiffel. Bam, ça pose des bases. C'était le premier vraiment à montrer que c'était vraiment dirigeable. Ouais. Et c'est quand même un risque hein, d'être au-dessus de Paris, de faire le tour de la Tour Eiffel. Enfin, ça peut vite mal se passer s'il y a un peu de vent, tout ça. Donc, quand même bravo à lui. Ah ouais. En 1906, on va avoir le Graf Zeppelin LZ-3. Donc c'est un ballon allemand et ça a été le premier ballon à se poser en Lorraine. Voilà. Et ils ont été utilisés comme bombardiers pendant la Première Guerre mondiale, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Bon, ils l'ont pas mis, mais je le dis comme ça. En 1908, on a eu la première liaison commerciale avec des passagers. Alors, ils parlent de liaison commerciale, mais en vrai, c'est juste, ils ont fait quelques mètres sur une ligne droite, voilà, à Issy-les-Moulineaux, donc à côté de Paris. Ouais, moi, il n'y a pas non plus. Pense à le noter quand c'est des trucs comme ça. Ouais. Si c'est des trucs importants. Il y a déjà eu des questions sur la première liaison commerciale. Vous allez voir, il y a beaucoup de dates. Après, ce qu'il faut retenir, c'est la logique, parce qu'on vous propose souvent des dates qui ne sont pas cohérentes avec la logique. Okay. On ne va pas vous demander souvent entre 1904 et 1906. On va vous demander entre 1904, 1924 et 1884. En gros, des grandes périodes. Donc il faut retenir les grandes périodes, les noms principaux dans chaque période. Et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à retenir. Okay. Mais de toute façon, c'est un module où il y a beaucoup de dates, beaucoup de noms. C'est comme l'histoire générale. Ouais, mais là, c'est vraiment une liste. Ouais, mais après, trucs. pendant l'épreuve, c'est vraiment... Ils jouent vraiment sur les chiffres, quoi. Ouais. Comme de l'histoire. Ouais. Et du coup, pendant la Première Guerre mondiale, on a utilisé ce qu'on appelle donc des ballons saucisses, voilà, parce qu'ils avaient la forme d'une saucisse. Ça servait à observer les lignes ennemies en fait. Et les ballons Zeppelin, ils ont servi à bombarder, et notamment à faire le bombardement qu'il y a eu à Londres, voilà, pendant la guerre. Donc ça, c'est en bas de la page 267, vous marquez en Première Guerre mondiale, Voilà. ballon saucisse. Non, c'est important. Les ballons saucisses, ça ressemblait vraiment à des saucisses. Hein. C'est très fin. C'est ça, non? Même pas. Si, ça ressemble. Si, c'est Non, ça. non, c'est même plus saucisse que ça. Je peux vous montrer une photo là si vous voulez voir, mais ça ressemble à ça, des ballons saucisses. Vraiment, mais c'était utilisé pour l'observation. Ouais, ça fait plus penser à des tonneaux, mais... Bon, ça va faire un Là, je sais plus. La ballon saucisse, c'est Non, mais d'accord. Est-ce que tu peux répéter concernant les ballons saucisses, s'il te plaît? De quoi? Concernant les ballons saucisses. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Première Guerre mondiale. Alors, guerre mondiale, souvent on mettra GM. Là, je l'écris en entière. Il y avait les ballons saucisses qui servaient à l'observation seulement. Hein. Oui. Hop. Oui, ils n'ont pas l'habitude de prendre des notes. C'est pour ça que je... Non, mais... Ok. Voilà. Première Guerre mondiale, pour rappel, c'est quoi les années? À part Vincent, parce que je viens de lui rappeler. 1814. Voilà, 14-18. Ok. C'est 39 à 40. Non, ça c'est la deuxième. Ouais, la deuxième. Je parle de la deuxième. Mais là, elle a fait le premier. Mais là, Oui, mais on parlait de la deuxième. Ah, d'accord. Moi, je connais les dates de la troisième. Elle est actuelle.
Alors, c'est vraiment une que t'as compté. Non, pas du jamais. La guerre. Vas-y, tu peux reprendre. Ils sont en train de discuter. Donc. Du coup, là, au niveau de l'aérostation, Pourquoi vous voulez pas effacer? Parce que ça fait déjà une demi-heure. Non. Mais vous pouvez continuer à... en 1930, on est passé dans l'aérostation moderne et on a le dirigeable anglais R101, donc qui fonctionne à l'hydrogène, qui s'écrase. Et forcément, l'hydrogène, c'est extrêmement inflammable, donc ça a tué tout le monde, donc 48 passagers en tout. Et l'hydrogène va être remplacé par l'hélium, voilà. Après, en 1937, on a un autre accident du Zeppelin LZ-129, donc le Hindenburg, près de New York, voilà. Et ils ont fait, là, le crash a fait 35 morts sur 97 occupants au total. Voilà. Et d'ailleurs, cet accident a marqué la fin nette des dirigeables. Voilà. Comme c'était le deuxième très gros accident, ils ont dit c'est bon, c'est mort. Quoi. C'était parce que les États-Unis avaient fait un embargo sur l'hélium, donc Exactement. c'était Voilà. retourné vers. Voilà, donc, exactement. En fait, à l'époque, on a remplacé donc, le premier gaz, l'hydrogène, par de l'hélium qui est beaucoup moins inflammable. Sauf que les États-Unis ont fait un embargo sur l'hélium. Donc l'Allemagne, pour pouvoir quand même faire des zeppelins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, vas-y, on retourne nos bons vieux gaz, l'hydrogène. Bon, s'ils l'avaient arrêté, il y avait une bonne raison, bah, ils ont décidé définitivement que les éléments comme ça. En plus, vous verrez que là, on est sur la fin des dirigeables, mais en fait, ça correspond déjà, on commençait déjà à avoir des avions à ce moment-là, donc elle va venir dessus un peu plus tard, mais là, pour l'instant, on n'a parlé que des aérostats, d'accord? Et pas des aérodines. Voilà, j'en profite pour faire des rappels de termes. C'est bon, je peux effacer cette fois? Merci, c'est gentil. Vas-y, pardon. Du coup, en 1909, on a Louis Blériot qui va traverser la Manche avec donc son avion Blériot 9, de Calais à Douvres, encore une fois. Si je me trompe pas, il me semble que c'était pour amener des poches de sang, mais je ne sais plus trop. Non, ça c'est la technique mnémotechnique pour s'en Ah bon souvenir. Ouais. Il me semble, alors j'ai confondu avec quelqu'un, Non, désolé. c'est la technique de dire 109. Un blériot qui emmène du 109 et on retient que c'était le blériot en 1909. Ah oui, C'est d'accord. juste une technique pour retenir. Désolé du coup. Voilà. Louis Blériot, c'était un constructeur un peu en tout genre, donc en avion, etc. En 1910, on a Henri Fabre qui va faire le premier vol en hydravion. Donc les hydravions, c'est les avions qui vont sur l'eau, sur les temps de Berre, donc proche de Marseille. Et Henri Fabre était un ingénieur français. Voilà. Si vous voulez que je vous note au tableau, vous me le dites. Hein, Tu nous as pas parlé de Adair? C'est normal? De Clément Adair? Monsieur, je l'ai perdu ça dans mes... Ah, d'accord. Mais je pourrais en parler. Parce que dans les pionniers, t'as quand même Oui, déjà. Clément Adair qui a fait un vol avec son éole. Oui. Mais tu l'as dans le PDF normalement dessus. Oui, sûrement. T'as sauté des pages, non? Oui, parce que du coup, je l'avais pas sur ma fiche à moi. D'accord, ok. Il était là, voilà. Ouais. Alors, reprends le début des pionniers si tu veux, j'improviserai dessus. Parce que les pionniers, c'est quand même important. Ouais, voilà. Ah oui, ça en est pas. Pareil. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, tu veux faire ou tu t'en souviens? Non, pas du tout. Ok. À l'époque, donc l'aviation, vous voyez que ça a commencé à peu près dans les timings. On est plutôt pas très loin en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait tout qui s'est développé en maintenant. Sauf que les dirigeables ont commencé un peu plus tôt et puis après, ça s'est arrêté un peu plus tôt aussi. Déjà, Cayley, ce qu'il faut retenir, c'est que lui, c'était juste un théoricien et il a juste fait un ouvrage qui parlait de loin de ce qu'on pourra plus tard appeler l'aérologie et la méthode de tout ce qui est aérodynamique. Voilà. Mais, alors lui, il a juste expliqué le principe de portance et de traînée. La portance, c'est quoi? C'est, j'ai du vent comme ça, ok? Je vais enlever mon masque temporairement pour la démonstration. Je fais ça. J'ai pris trop de feuilles. J'ai pas assez de poumons. Alors, je fais ça. Ma feuille se lève alors que je suis en train de souffler au-dessus. Donc c'est les concepts de, il va y avoir une surpression, il va y avoir une dépression et ça tire l'aile vers le haut. Et en plus, quand il y a une aile dans l'air, ça frotte.
Voilà. Donc c'était le premier mec qui a commencé à mettre un peu ça en théorie. Ok? Vas-y, on descend. Voilà. Parce que jusqu'à avant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ils disaient tous, pour qu'on vole, il faut quoi? Il faut des ailes qui battent. Sauf que les ailes qui battent, on l'a vu, ça marche pas très bien. Hein. Et c'était le premier à dire, s'il y a du vent, ça suffit à ce que ça vole. Ensuite, on va avoir donc Jean-Marie Lebris. Il a fait le premier planeur qu'on appelle l'Albatros. D'accord? Et si vous regardez un petit peu les éléments ici, alors quand on dit un planeur, il avait un cheval qui tire une charrette sur lequel il y a ça. De là à dire que c'est un planeur, on est un peu dans... Voilà. Mais c'était le premier élément qui a montré qu'un truc avec des ailes, s'il y a assez de vitesse, ça vole. Donc c'est quand même assez stylé. Et en plus, ce mec-là, il s'est dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il s'est craché, forcément. Il ne pouvait pas contrôler. Et il s'est dit, comment je peux faire pour contrôler un peu mieux mon vol? Et ça a été le premier à essayer de jouer sur l'incidence des ailes. L'incidence de l'aile, c'est quoi? Si mon avion est comme ça, avec les ailes comme ça, c'est à quel point mon aile, elle est penchée vers le haut ou vers le bas. Et il s'est rendu compte que s'il choisissait le bon angle, ben ça aide vachement l'aile à bien porter. Si on choisit mal l'angle, bon, imaginons je prends une aile comme ça, clairement mon aile, elle va pas aider à voler. Si je choisis une aile comme ça, ben, je vais avoir vachement de traînée, mais j'aurai pas beaucoup de portance. Et donc, ben, c'est le premier mec qui a commencé à faire les études de voir, attends, je vais tourner un peu, ah merde, c'est pire, ah ben je reviens. Voilà un petit peu l'idée. Ok? Vas-y. Bon, là, il y avait un qui a fait avec une machine à vapeur, mais on s'en fiche un petit peu. Et là, lui, Clément Adair. c'est Clément Adair. Il est français, donc déjà, on est content. Hein. Voilà, c'est stylé. Et il a fait l'éole. Alors, je sais pas si vous voyez, ça ressemble à quoi? À une chauve-souris. Voilà. Il s'est dit, la chauve-souris, ça vole, je vais faire la même chose. Et il avait mis des petites hélices et tout ça, et dedans, il y a un moteur à vapeur, alimenté avec de l'alcool, d'accord? Et ensuite, des hélices. Et il a réussi à voler avec ça. Et alors, voler, c'est relatif, hein, 50 mètres. Voilà. Mais ça a volé. Et ça a volé pas tiré par un cheval. Donc ça prouvait que le jour où on a la technologie pour faire des bons moteurs et des bonnes ailes, on pourra voler. Clément Adair, personne à retenir. C'est le VIP, quoi. Ouais. Ok. Et en plus, il est français, donc super VIP. Ok. Voilà. Vas-y, on peut avancer à la page suivante si tu veux. Hop là. Et là, on a en fait, on a dit Clément Adair, c'est le VIP parce qu'on aime bien, il est français, tout ça. Mais Otto Lilienthal, c'est le mec qui a fait... L'aéronautique, elle n'existerait pas s'il n'était pas là. Le mec, il a fait 2500 vols avec ses planeurs. Donc, il passait ses journées à prendre son planeur, remonter en haut de la colline, se jeter et essayer d'étudier comment ça marche. Et en fait, il l'a étudié de manière assez scientifique pour que ça serve ensuite pour les autres. Et c'est assez fou parce que 2500 vols, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais même en faisant un vol par jour, d'accord, ça fait que 350 par an. Bon, ça donne une idée, mais si on en fait 2 par jour, ça en fait un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que 2500, ça en fait beaucoup. Il a dédié sa vie à son planeur, à remonter sa colline et revoler. Et voilà, il faisait que ça. Hein. Et il n'y avait pas de tire-fesse à l'époque, donc bon, il a remonté sa colline à chaque fois. Et il est tombé et il a filmé, on a des films de l'époque de Otto Lilienthal, on a des photos, on a des comptes rendus parce il avait des équipes et il faisait des comptes rendus. Donc c'est assez stylé quand même. Et enfin, on a Adair qui a fait un deuxième vol avec avec 2 moteurs cette fois. Voilà, et ce qu'il a appelé, c'était Avion 3. C'est assez marrant. Voilà. Parce que ça voulait dire appareil volant imitant un oiseau naturel. Voilà. Ok. Et enfin, le dernier de la trilogie qu'il faut retenir de début des avions, Otto Lilienthal, Adair et Chanute. Chanute, en fait, il a développé aussi des planeurs et les connaissances de l'époque. Et on arrive sur ceux qui sont célèbres. Souvent, on entend souvent parler des frères Wright. C'est pas les meufs là, Ouais. C'est pas les frères qui vont voler un truc avec le poids là. Si, en fait, c'est eux qui ont fait l'élément qui ressemble le plus à un avion que vous allez avoir à la page d'après. Vas-y, si tu veux bien descendre. Alors, en fait, eux, on peut pas leur enlever le fait qu'ils ont fait plein de trucs. Hein.
Mais quand même, Clément Ader, ça a quand même été le premier à montrer que c'était possible, même si c'était que 50 mètres. Après, ils ont tous travaillé dans la même époque. Hein. Et du coup, leur machine volante, regardez, par rapport aux avions qu'on connaît, on est sur quelque chose qui ressemble à un avion. Voilà. C'est pour ça que ça a été retenu plus tard aussi, c'est que ça a été. Donc ça, c'était ce qui s'appelait Flyer. Voilà. Ouais. Le vol, en plus, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même beaucoup plus long que ce qu'a fait Ader. Ader, il avait fait 50 mètres. 50 mètres, c'est court. Ils ont réussi à voler 1 minute sur 260 mètres. Donc pour l'époque, alors je sais, 200 mètres, c'est pas beaucoup, mais pour l'époque, c'est quand même, on fait du x5 en distance. Et 1 minute en vol. 1 minute, c'est pas juste, il a plané un peu avec son moteur vite fait. 1 minute en vol, ça commence à être quelque chose, quoi. Voilà. Et ensuite, ils ont réussi à faire d'autres trucs. Alors les dates, il faut retenir un peu l'ordre logique. Hein. C'est qu'ils ont fait un vol en circuit fermé. Ça veut dire quoi en circuit fermé? Ils sont partis d'un point, ils ont été faire un tour, et ils ont ratterri au même point. Donc c'était une des premières fois où on prouvait que l'avion, il était capable de voler un certain temps, 1 minute 30, et aussi d'être assez contrôlable pour revenir au même point. Parce que voler en ligne droite, c'est bien, mais bon, il y a un moment, s'il faut avoir une colline, une ligne droite, on ne va pas à beaucoup d'endroits. Là, eux, ils ont quand même fait 1200 mètres, donc 1 km de circuit. C'est quand même assez stylé. Donc on peut appeler ça le premier vol en circuit fermé. Ok? Voilà. Après, il y a d'autres trucs, voilà, où ils volent 38 minutes sur 39 km avec une moyenne de 60 km/h. Bon, ça montre juste que l'aviation a été perfectionnée et qu'on a des avions qui se rapprochent de l'avion qu'on connaît aujourd'hui, quoi. 60 km/h pour l'époque, c'est quand même énorme. Vous imaginez, on est en 1905. Ouais, 1905, on n'a pas les voitures d'aujourd'hui, hein. On n'a rien là-bas, à l'époque. Voilà. Vas-y, on descend un petit peu. L'aviation, c'est quand même assez récent. Et là, on a Santos Dumont. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un truc original. C'est que lui, il était avec un train d'atterrissage. Bon, c'était des roues de bicyclette. Hein. Encore une fois, on est sur du bricolage amélioré. Hein. Mais l'aviation, à l'époque, c'était ça. Et c'est pour ça que le simulateur, vous voyez, quand je vous dis on fait du bricolage, on est dans cette démarche-là d'essayer de construire. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas forcément beau, mais c'est pas ça qui est important. Ok? Voilà. Et c'est le premier vol homologué parce qu'en fait, les autres, ils les ont fait, mais à chaque fois, ils les ont fait dans leur coin, ils ont raconté ça après. Ce qui posait des problèmes parce qu'en termes d'histoire, il y a plein de gens qui ont dit « Moi, j'ai volé tant de trucs, tout ça. » Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le smartphone pour filmer la truc et dire « C'est bon, je l'ai bien fait, quoi. » Ok? Donc là, c'est le premier vol homologué. Et son truc s'appelait, on s'en fout d'ailleurs. Voilà. Dernière personne importante, le français Robert Esnault-Pelterie. Pelterie, vous imaginez une pelle. Une pelle, il y a quoi dans la pelle? À part la tête de la pelle, il y a le manche. Manche, pas la tige, le manche. C'est l'inventeur du manche à balai. D'accord? C'est lui qui a inventé le concept de manche à balai qui commande les différents éléments. Avant, ils étaient tous avec des poignées, avec des trucs différents. Et là, lui, il a dit, allez, on met tout sur le même truc. Et il a fait le... Ouais, mais c'est déjà noté ici, d'accord? Voilà. Et à l'époque, Blériot, donc vous vous souvenez de Blériot qui avait fait la première traversée de la Manche en 1909? Il a lui aussi inventé un truc. Alors lui, il avait appelé la cloche, mais c'était le même concept. À l'époque, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'aviation, hein, c'était la folie. Tout le monde inventait à droite, à gauche, ils testaient des trucs. Bon, beaucoup de trucs qui n'ont jamais servi, jamais marché, mais si on regarde les archives de l'époque, c'est oufissime tout ce qu'ils ont inventé comme truc inutile pour tester. Voilà. Beaucoup de tests. Voilà. Et du coup, voilà. Voilà. Paul Cornu, Premier hélicoptère. premier hélicoptère. Alors je sais pas si vous voyez le bricolage, là c'est la taille des personnes. On est sur des roues avec des ailes en plein milieu, c'est un hélicoptère... C'est un drone. Ouais, ça ressemble à un drone plutôt, ouais. C'est marrant, hein. Et donc Paul Cornu en 1907, vous voyez qu'on est encore dans la même période là, ça a été riche hein, cette période-là. D'accord? Ouais. Voilà. Tu l'as ça? Ou pas? Encore? Non. Ok, bah je continue mon blabla alors. Oui. Après, si j'ai en 1913. Ouais. Bon, on va y arriver, ça va être la fin des records alors. Et 10. Ah si, je les ai retrouvés ici.
Bah, il y a Louis Berriot, il y a Henri Fabre et j'ai Adolphe Pégout, moi. Ok, mais c'est juste après alors. Ici, alors vas-y, on descend un peu. Les premiers records, alors ces deux-là, Farman et Gabriel Voisin, qui ont fait le premier kilomètre homologué. Ouais, bon, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est important. Farman, premier vol avec un passager. Jusqu'à maintenant, ils étaient tout seuls avec leur demi-bicyclette, demi-chariot, demi-truc là, à tenir les fils un peu dans tous les sens et à courir le long de leur colline. Parce que, attention, les premiers planeurs, c'était un truc qu'ils portaient sur le dos, ils tenaient comme ça et ils couraient. Hein. Vous voyez un peu le parapente, comment on a un sac. Et... bah, c'était ça leur planeur, sauf que c'était des ailes en dur. Sauf qu'ils portaient un peu sur le dos, quoi. Voilà, c'est stylé. Donc là, premier passager. Pareil, il faut avoir le courage de monter dans un truc qui vole à peine, à l'époque. Hein. Voilà. Et ensuite, Blériot, donc il avait fait un monoplan, il a fait la traversée de la Manche en 1909. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Traversée de la Manche, 1909, hyper important. Ça tombe très souvent. Pour pas dire à chaque année. Pareil, Fabre, ici, l'hydroplaneur. Pareil, hyper important son nom. L'astuce que donne Aero Angel, c'est de se souvenir. Vous savez que Fabre, c'est une marque de graines. Donc vous imaginez ici un avion qui plante les graines dans l'eau, quoi. Bon, voilà. C'est juste pour s'en souvenir que c'est Fabre qui fait le planeur, l'hydravion. Ok. Voilà. Et son hydravion s'appelait le Canard. On revient sur l'histoire du canard Kemlo. C'était plus à propos ici que sur la gouverne qui est à l'avant. Voilà. Ça, on s'en fiche un peu. Ok. Mis à part que l'avion, vous voyez que ça a été choisi par un militaire pour faire un hommage à Clément Ader. Le mot avion vient vraiment de ce qu'on disait tout à l'heure, là, appareil volant, imitant le vol naturel, voilà. C'est vraiment un hommage à ce choix qui a été fait. C'est pas un mot qui vient du latin, quoi que ce soit. Ok. Mis à part que avis, ça veut dire l'oiseau en latin quand même. Et ensuite, on a, ouais, mais on s'en fiche un peu de lui. Ouais, Janelli. Et alors, si Roland Garros, c'est important. On avait parlé de la Manche. Roland Garros, c'est la première traversée de la Méditerranée, celle vers le bas du coup. Tout le monde sait où c'est la Manche et la Méditerranée, c'est bon? Vous êtes meilleur que moi en géographie? Ok, cool. Très bien. Du coup, si tu peux descendre. Donc Roland Garros, donc Blériot, c'était la Manche. Roland Garros, c'est la Méditerranée. D'ailleurs, c'est un peu plus tard, hein, si vous avez vu la date. Je sais pas si c'était un peu trop descendu. Hop, pardon. Roland Garros, c'est en 1913. Donc on est quand même, alors, 4 ans plus tard. Ils font des tests de sonnerie. C'était 4 ans plus tard, alors ça paraît pas beaucoup, mais à l'époque, vu toutes les inventions et tous les tests qu'il y a eu, 4 ans c'est quand même beaucoup. Pour dire la difficulté qu'il y avait à traverser la Manche par rapport, à traverser la Méditerranée par rapport à la Manche. La Manche, en fait, si on choisit bien les endroits, on n'a pas beaucoup en distance. La Méditerranée, même en choisissant bien, sauf si on va au détroit de Gibraltar, mais sinon, voilà. Et puis à l'époque, ils devaient tenir le manche tout le long, je crois. Ah ben, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et puis, ils devaient prier en même temps tout le long. Hein. Que le vent soit dans le bon sens, qu'il n'y ait pas des orages, qu'il n'y ait pas... Ah non, ça a été pas évident. Hein. Voilà. Vas-y, je te laisse descendre un peu. Ouais. Et là, en 1913, donc la même année, Pégout, premier saut en parachute. Pareil, hein. Faut oser quand même sauter en parachute à l'époque. On aura tous les tests, ok. Vous remarquez que l'avion s'appelle le Le monoplan chef Blériot. d'établissement vous demande d'appliquer les dispositifs de confinement Ok. affichés dans les salles. Merci très de bien. suivre la procédure jusqu'à ce qu'il lève la mesure de confinement prévue au Il plan teste les particulier nouvelles de sonneries. mise en sûreté. Non, c'est pas ça. Si, si. Système scolaire qui s'est fait hacker. Alors, ensuite, la première, c'est la même année où il y a les premiers loopings et les vols sur le dos. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça y est, ça vole assez, on va se faire des loopings. Ils sont grave chauds les mecs à l'époque quand même. Hein. 1913, voilà. Le mec qui commence à faire un looping, je sais pas si vous êtes chaud déjà dans un avion normal, je suis moyen chaud, mais dans les avions qu'ils avaient là, tu te dis pourvu que ça tienne. Voilà. Ok. Et ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que Adolphe Pégout, ça va être un des as de la Première Guerre mondiale qu'on verra plus tard. Ok. Vol sur le dos. Il prend son avion Ah, et il fait ça. C'est moi très stratégique. Voilà. Pareil, hein. On est d'accord que confiance à l'époque. c'est ça. Il faut déjà être Sûr de motivé. soi. Voilà. Et être sûr de sa machine. Voilà. Ce sont des Vas-y, tarés. pardon, je te laisse continuer. Non, mais du coup, c'est bon. Mis à part que, bah, du coup, ouais, les As, on les verra
la prochaine séance. Parce que du coup, c'est un moment important. Enfin, Les As, c'est les meilleurs pilotes de la guerre. Bon, enfin, en tout cas, les plus vivants. Les meilleurs qui sont vivants. Ouais, c'est ça. C'est fini pour ce paragraphe-là? Ouais, ça a plus d'importance. Voilà. Plus léger, plus lourd, ok. Tiens, je te laisse sur les questions. Ça va être relou là, ça. Du coup, on a fini cette première partie. Moi, ce que je vous conseille de faire avec cette première partie, c'est ce que j'ai fait moi. Je vais vous montrer dès que je retrouve mes papiers. Voilà. Je sais pas où je les ai mis. Ça va. Personnellement, hop, je vous montre. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis très nul pour retenir des dates, pour comprendre des trucs comme ça et tout ça. Personnellement, je me suis fait un truc comme ça là. Dans ce truc-là, j'ai mis en haut les grandes dates, enfin les années plutôt, 1700, 1800, 1900, 2000. J'ai mis ici les inventeurs, on va dire un peu lambda. Et ici, j'ai fait ce qui concerne les montgolfières et ballons, ce qui concerne les dirigeables, ce qui concerne les planeurs, ce qui concerne les avions ou les aéroplanes plutôt de manière générale. L'avantage, c'est que ça me permet de un peu mieux voir, situer les éléments les uns par rapport aux autres. Ok ? Parce que là, on a trié par type de truc. Mais si on veut voir que en fait, les montgolfières, donc elles ont commencé dans les années 1700, mais en même temps, on a eu les premières maquettes d'hélicoptères, voilà, par Bienvenue et Launois. On a eu aussi les premiers cerfs-volants là, etc., etc. Ok ? C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Moi, j'avais fait ça pour bosser parce que j'étais nul en histoire et qu'il fallait apprendre beaucoup de dates. Voilà. Et ensuite, sur les grandes traversées, donc pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu Blériot et Roland-Garros. Ben, moi, je me suis fait une fiche résumée des grandes traversées, comme ça aussi, pour se souvenir que ben, voilà, la première manche d'ouvre vers Calais. C'était, alors il y avait Blanchard à l'époque en charlière, mais il y a eu Blériot en 1909 avec un avion. Voilà, on a les différents types d'avions avec leurs noms et leurs trucs comme ça. Voilà ce que je peux vous proposer de faire comme petite fiche. Donc je vais vous laisser les essayer, mais moi après je vous mettrai à disposition si vous voulez. C'est pas exhaustif, il n'y a pas tout dedans, mais ça fait une bonne résumé à la fin. Voilà. Mais c'est mieux si vous vous les faites vous-même parce que c'est comme ça que vous retiendrez. Pardon ? Oui, je la scannerai, ouais. Voilà. Mais bon, après, pour apprendre, je trouve que c'est plus simple de les faire soi-même. J'ai fait pareil, les fiches avec les meilleurs pilotes, avec... C'est un peu chiant leur sonnerie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors attends, on va arrêter l'enregistrement.